David Ponty est directeur de recherche au CNRS. Jérôme Denis, lui, est professeur de sociologie. Tous les deux sont rattachés au Centre de sociologie de l'innovation de l'École nationale supérieure de mines Paris PSL. Ils ont déjà coécrit Une petite sociologie de la signalétique, paru aux Presses des Mines en 2010, et participé ensemble à la création du blog scriptopolis.fr, devenu en 2019 un livre publié par les éditions Non Standard. Le mercredi 23 novembre 2022, Jérôme Denis et David Ponty étaient tous les deux présents à Ombre Blanche pour présenter leur livre Le soin des choses, politique de la maintenance, paru aux éditions de la Découverte. Bonne écoute! Bien, écoutez, nous allons commencer. Bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être venus pour assister à cette conversation, en quelque sorte, autour du dernier ouvrage de Jérôme Denis et de David Ponty, Le soin des choses, sous-titre Politique de la maintenance, aux éditions La Découverte dans la collection Terrain philosophique. On est très heureux à la librairie Ombre Blanche de vous accueillir autour de cet ouvrage. Alors, pour commencer, d'abord pour vous présenter, d'une part. Donc, Jérôme Denis, vous êtes professeur de sociologie à Mines Paris. Et David Ponty, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous êtes tous deux rattachés au Centre de sociologie de l'innovation de Mines Paris. Vous travaillez ensemble depuis de très longues années, plus d'une vingtaine d'années. Vous avez écrit Une petite sociologie de la signalétique aux Presses des Mines en 2010. Vous avez participé à la création d'un blog où j'invite les gens à aller, parce que j'y suis allé voir, je ne connaissais pas, scriptopolis.fr. Et puis c'est devenu d'ailleurs en 2019 un ouvrage qui a été publié aux éditions Non Standard. Donc cet ouvrage, lorsque on m'a dit de me demander de le présenter, et donc lorsque je l'ai lu, j'avais eu quelques bonnes feuilles de la part de la Découverte quelque temps auparavant, mais quand j'ai vu le titre, Le soin des choses, le terme soin a attiré mon attention. Alors effectivement, cet ouvrage se présente un peu comme un inventaire à la Prévert, à certains moments. Il y a des tracteurs, il y a des respirateurs, il y a des téléphones reconfigurés, il y a des panneaux de signalisation, il y a des Mustangs customisés, ça j'ai bien aimé, et puis il y a le corps embaumé de Lénine. Donc, lorsque j'ai lu votre ouvrage, j'ai pensé à Pérec, notamment Les choses et l'infraordinaire. Et cet ouvrage est un peu une balade, en quelque sorte, dans des lieux de la maintenance. Une activité qui est souvent reléguée au second plan. Et pourtant, cet ouvrage est riche d'enseignements à la fois éthiques et politiques. Alors, c'est écrit très agréablement, ça se lit très facilement, c'est limpide et rigoureux à la fois, et ça mérite d'être signalé parce que ce n'est pas toujours le cas dans ces domaines-là. Alors pour entamer cette conversation, peut-être la première question que je vous poserai à tous les deux, c'est pourquoi vous êtes intéressés à la maintenance ? Bonjour à toutes et à tous d'abord. On nous pose souvent la question, donc on raconte souvent la même histoire parce que c'est celle qui est arrivée en fait.
On n'a pas décidé, en fait. On n'a pas décidé de s'intéresser à ce thème et à en faire un programme de recherche qui maintenant a été commencé il y a plus de 15 ans. C'est pendant l'enquête sur la signalétique, donc sur les panneaux du métro, où pendant quasiment un an, on a fait une enquête sur la façon dont tout le système des signes du réseau parisien a été repensé au début des années 90 et a été déployé les années après, où donc on était vraiment dans une phase d'enquête où on était intéressé à la façon dont, donc, du point de vue du design et de la politique voyageur, des nouveaux panneaux avaient été conçus, pensés, complètement réaménagés pour faire du système de transport quelque chose de très fluide, dans un espace très dense qui est la région Île-de-France. Et donc c'est au bout de cette année d'enquête où on avait été dans tout un tas de services reliés à ces panneaux, qu'on a fait une sorte de réunion qu'on pensait être la dernière avec une des personnes à la RATP qui avait été très importante pour nous, qui était la personne en charge de la normalisation des panneaux, qui fait qu'on avait vraiment décortiqué tous ces panneaux dans leurs moindres détails et dans la façon dont ils avaient été conçus, qui en faisant l'état des lieux nous a dit bon, mais je pense que vous avez fait le tour de tout ce qu'il fallait voir, et quasiment au moment de se quitter nous dit est-ce que vous êtes allé voir les gars du département de la maintenance de la signalétique, puisqu'on savait très bien qu'il y avait de la maintenance du matériel roulant mais pas des panneaux. Et en fait on est reparti pour quasiment pour plusieurs mois d'enquête qui s'est poursuivie, et par contre pour plusieurs années de réflexion, parce qu'en fait les panneaux qui étaient rutilants, calculés au millimètre, parce qu'il faut savoir qu'à Paris tous les panneaux sont calculés en termes de taille sur les joints du carrelage, donc juste la forme. Après à l'intérieur, toutes les couleurs, toute la typographie, tout un tas d'éléments qui sont vraiment dans des chartes graphiques qui prennent 3 classeurs d'une épaisseur assez consistante, devenaient quelque chose de complètement différent, puisque en fait ils s'usent, ils disparaissent, ils tombent, ils cassent, et même dans des espaces souterrains ils fanent. Donc il y a des couleurs qui sont plus celles qui sont dans la charte graphique. Et donc voilà, on n'a pas décidé de travailler sur la maintenance, elle a surgi pendant cette enquête-là. Et on a découvert au fur et à mesure de creuser ce sillon sur les panneaux du métro, on a découvert en fait qu'on avait à faire une certaine maintenance, on le savait plus ou moins, et donc on s'est mis en même temps à lire tout un tas de travaux qui étaient en émergence, notamment dans le monde anglo-saxon, sur des questions de maintenance, de réparation et d'entretien. Et donc pour à la fois découvrir on va dire, ce domaine de recherche ou ce nouveau continent académique qui était en émergence, à la fois le découvrir et pour mieux spécifier ce que nous, on était en train d'étudier du point de vue des panneaux. Donc en gros, voilà, pour le dire autrement, on n'a pas choisi, ça nous a sauté à la figure, et on a pris la piste en fait, qui s'offrait à nous. Non, je ne rajouterai. Non, mais pour dire que c'est un monde entier qui s'est ouvert, c'est un point important parce que c'est un peu comme si on ouvrait une porte avec des choses qu'on voit depuis très longtemps, et puis on se dit punaise, mais ça, c'est très 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 important pour comprendre par exemple comment est-ce que le métro fonctionne et comment la signalétique fonctionne. Et personne n'en parle de ces gens-là, personne n'allait comprendre comment ils travaillaient. Ils sont jamais présents dans les histoires, qu'elles soient académiques ou pas d'ailleurs, du métro par exemple, et ils sont absolument cruciaux. Donc c'est aussi, ça a été une forme aussi de découverte de quelque chose qui était un peu nouveau et frais en termes d'enquête pour nous, et c'est vrai de toute la communauté qu'on a fini par rencontrer et qui a émergé en même temps que nos propres travaux sur ces questions-là, où à chaque fois les gens amènent un objet en disant mais il y a des mainteneurs là, il y a des réparateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ah oui, c'est incroyable, c'est extrêmement intéressant. Enfin, c'est incroyable, non, c'est très très banal et en même temps c'est passionnant. Oui, parce que la question qu'on peut poser aussi, c'est pourquoi au fond c'est aussi négligé, si je puis dire. Pourquoi ces gens invisibles en quelque sorte? Je me souviens pendant la Covid, on nous a expliqué que les livreurs de Uber Eats et plein de gens qui étaient là à ce moment-là, qui devenaient indispensables alors qu'on était tous chez nous à attendre qu'on vienne nous livrer ou qu'il se passe autre chose. Donc là, tout d'un coup, on a découvert. Et puis, du jour au lendemain, ces gens-là n'existent plus. Et vous montrez bien dans cet ouvrage comment ces gens-là, justement, apportent quelque chose, ont un regard sur les objets et
comment cela aussi modifie quelque part ce rapport à ce que l'on doit faire durer, si je puis dire, ou ce qui va devoir perdurer. Et donc, comment vous avez, appréhendé cette question de cette invisibilité, en quelque sorte? Alors c'est une invisibilité qui est très relative parce que déjà elle est dans des lieux très particuliers. C'est quand même dans les pays riches et dans les zones riches des pays riches, où les objets ou les infrastructures sont pensés. Alors c'est pas pensé au sens explicite, mais ils sont quand même conçus pour précisément être à la disposition de consommateurs ou d'usagers qui n'ont pas à s'en occuper. Et un bel objet bien conçu, c'est quelque chose dont le consommateur n'a pas à se préoccuper. Et cette non-préoccupation, cette absence de préoccupation va avec l'invisibilité de tous les gens qui, eux, s'en occupent, de toutes les personnes qui prennent soin justement de ces choses-là, mais qu'on ne doit pas complètement voir en tant que consommateur, parce que si on commence à les voir, ce rapport un peu qui est en fait un rapport fantasmé entre un objet magnifique, toujours neuf, et un consommateur, tombe, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a plusieurs personnes qui s'en occupent et que la chose s'use aussi et se transforme. Donc, mais c'est pas du tout vrai dans les pays du Sud, par exemple. Dans les pays du Sud, les choses sont déjà, elles arrivent usées et transformées souvent parce que nous, on a considéré qu'il fallait les remplacer, donc elles partent dans les pays du Sud. Et puis les infrastructures tiennent pas très très bien. On n'a pas toujours le même courant électrique, on n'a pas toujours le même niveau. Des fois, il y en a pas, etc. Donc un peu tout le monde participe à cette maintenance, et donc l'invisibilisation, elle est pas, c'est pas quelque chose de naturel entre guillemets, c'est quelque chose qui est quand même assez circonscrit et qui est le résultat d'une forme d'agencement bien particulier de la consommation. Et c'est vrai que alors c'est moins une invisibilisation au sens strict du terme que le fait qu'on les néglige ou qu'on pense pas à les voir, parce qu'une grosse partie des mainteneurs dont on parle ou des mainteneuses dont on parle, en fait, elles sont sous nos yeux. Elles sont sous nos yeux et simplement on n'y fait pas attention, on n'y prête pas attention. Comme les domestiques par exemple. Ils ont des gilets orange. Ils ont des gilets orange effectivement aujourd'hui. Et ils comptent pas. Ils comptent pas. Mais par contre, le point que vous soulignez est très important, c'est qu'ils ont une expertise et un rapport à ces choses qui précisément, si on accepte de prêter attention à cette forme d'expertise ou cette forme de savoir-faire, nous renvoie à notre propre négligence justement, ou à notre propre irresponsabilité dans un sens un peu large, qui est que, alors pas systématiquement, mais qu'une partie des personnes qui sont des consommateurs, consommatrices, ne font pas attention à l'état des choses, à leur usure, etc. Donc on peut apprendre de leur... Tant qu'il ne se passe rien, Exactement. Tout va bien. Tout va bien. Et puis un jour, ça se passe mal. Et vous le montrez d'ailleurs à travers pas mal d'exemples. Hein. Je pense au vélo, je pense au robinet qui goûte, notamment. Et donc, là, ça repose peut-être la question de qu'est-ce qu'il faut conserver et qu'est-ce qu'il ne faut pas conserver. Et pourquoi conserve-t-on? Et peut-être aussi, ça renvoie à une question innovation-progrès. Qu'est-ce que ça nous dit de cette question? Et puis, il y a peut-être une autre question là-dedans, parce qu'il y en a plein, et votre livre, tant pis pour vous, il ne faut pas écrire des livres qui posent trop de questions. Hein. Mais ça pose la question de qui prend conscience qu'il faut conserver et qui peut s'en foutre, si je puis dire. Bon, alors il y a effectivement beaucoup de questions là d'un coup, donc je vais On a un peu de temps. Oui, mais je vais toucher à certaines, puis Jérôme prendra la suite sur celles que je laisse de côté. Peut-être justement pour rebondir tout de suite sur ce qu'on disait sur il se passe rien, et puis d'un coup il se passe quelque chose, et souvent c'est la panne, la casse, la catastrophe. Enfin, il y a quelque chose qui fait événement dans le cours ordinaire et qui fait que on ressent une forme de rupture, de décrochage, voilà, ça dépend des situations. Et donc là, c'est un peu un geste qu'on essaye de faire à la fois vis-à-vis de l'innovation permanente à laquelle on est biberonné tous les jours par des médias ou par différentes
communauté professionnelle où en fait, même sans le vouloir, quoi, il faut qu'on change régulièrement notre téléphone, notre ordinateur, notre voiture, notre frigo, enfin, selon. Parce que c'est révolutionnaire. Voilà, parce qu'il y a un nouveau gadget à l'intérieur qui fait qu'on va se sentir mieux ou que ça va faciliter nos vies. Et on est dans ces cycles où justement constamment le cours des choses rencontre des formes de rupture innovantes pour lesquelles on doit à la fois consommer, s'adapter à cette nouvelle chose. Et donc pour reprendre, et quand ces choses, si on fait un pas de côté par rapport à cette perception toujours en attente de la prochaine chose, mais qui est neuve, brillante, qui marche de manière magnifique, il se trouve que quand on la garde un petit peu, elle peut effectivement se casser. Et donc là, on a une autre forme d'événement qui est la rupture. Et donc, un des points qu'on essaye de faire dans le livre, c'est de dire que là maintenant, c'est pas tout se passe bien, et puis d'un coup, il y a quelque chose qui se passe mal. En fait, là maintenant, c'est faire que tout se passe pour qu'on ait l'impression que rien ne se passe. C'est ça la maintenance. Il faut que tout change pour que rien ne change. Oui, mais la maintenance, c'est justement avant la rupture, avant la casse, et après la réparation. Et donc c'est tout le temps. Puisque c'est ce qu'on essaye de développer, notamment dans le premier chapitre, où on essaie de rendre un peu plus précis ce qu'on entend par maintenance, mais quand je dis on, c'est pas nous en fait. Parce que le livre, c'est vraiment une tentative de tirer des leçons progressives de ce que les gens qui, eux, s'occupent et prennent soin des choses, donc les mainteneuses et les mainteneurs, nous apprennent au fur et à mesure de la façon dont on est à l'écoute d'eux. Et donc c'est bien ce qu'elle nous raconte, c'est que c'est tout le temps, c'est un travail répété qui en fait tisse une continuité et qui une sorte d'activité permanente qui est non pas en parallèle, mais à même les choses, mais avant qu'une rupture éventuelle arrive. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive jamais, puisque même quand il y a de la maintenance, il peut y avoir des ruptures, mais c'est vraiment quelque chose de très continu, donc cette sorte de ronronnement qui est parallèle ou au cœur de ce qui se joue dans tout un tas de récits et, sur l'innovation ou sur les réparations qui, elles, sont des événements et qui remettent en état des choses, mais la maintenance, elle est avant et après ce genre de rupture, en fait. Peut-être pour répondre. Alors, il y a deux autres aspects de la question encore, mais il y en a un qui est important, c'est celui de qui peut se permettre de ne pas se préoccuper des choses ou pas, qui est un point très important et qui vient vraiment aussi des théories du soin et du care, là, donc avec lesquelles on discute beaucoup. Ouais, tout à fait. Parce qu'il y a notamment John Tronto qui a fait un très beau, plusieurs livres et plusieurs réflexions sur la question du care. Cette idée qu'il faut prendre soin des gens et qu'il y a une relation particulière qui reconnaît la fragilité des personnes, comme nous, on insiste sur la fragilité des choses. Mais elle dit qu'il y a aussi il y a une inégalité assez profonde entre les personnes qui peuvent se permettre de ne pas prendre soin et de prendre soin de personnes, et même qu'on prenne uniquement soin d'elles, et celles qui ne peuvent pas faire autrement que de prendre soin des gens autour d'elles. Et c'est la même chose avec les objets et avec les infrastructures ou avec ces éléments-là. C'est-à-dire que la construction justement de cette figure d'un consommateur, d'une consommatrice, ou d'un usager, une usagère qui n'a pas à se soucier d'eux, c'est une position de luxe qui est de plus en plus intenable. Alors on le voit là aujourd'hui avec la crise énergétique, avec la crise environnementale, c'est une évidence, mais une évidence qui a encore un peu de mal à diffuser, ou avec des effets liés aux guerres et dont on a pu voir se reconstruire un peu et réapparaître des formes de préoccupation qu'on pensait un peu écarté des pays les plus riches et des personnes qui justement ne se souciaient plus de grand-chose. Ça, c'est un premier aspect important. Le deuxième aspect dans votre question, c'est qu'est-ce qu'on fait durer, qu'est-ce qu'on ne fait pas durer, qui est alors là une vaste question, qui rejoint les travaux de collègues, notamment qui ont un labo qui s'appelle Origins, qui travaille sur l'écologie de la fermeture,
Il faut travailler aujourd'hui dans le monde, dans la crise environnementale dans laquelle on vit, à essayer d'interrompre des choses, à arrêter des choses, à se détacher de certaines choses, certaines infrastructures, certaines grosses choses qui sont tellement polluantes, il faut se débrouiller pour arrêter de les faire durer, parce que leur maintenance est extrêmement coûteuse. Et ça, c'est un débat démocratique extrêmement complexe à mettre en place, mais passionnant. Mais nous, ce qu'on essaye de montrer en complément de ça, c'est que c'est pas parce qu'on décide de fermer certaines choses que les autres vont durer d'elles-mêmes toutes seules. C'est-à-dire que c'est une espèce de rediscussion et de remise aussi de moyens pour faire durer ce qui ne va pas durer tout seul. Et donc c'est à la fois un choix entre ce qu'on fait durer et pas durer, mais ce qu'on fait durer, il faut assumer que c'est une action permanente, complète. Et qui sort aussi d'une figure qui est la figure qui, aujourd'hui, contre l'innovation, la figure de l'action, aujourd'hui, dont on parle partout, qui a fait la une des journaux, qui est la réparation, dans un sens un peu immodeste, un peu salvatrice. Il faut réparer les océans, il faut réparer le monde, il faut réparer le climat, il faut réparer... C'est une notion très ambiguë, la réparation, parce que c'est un retour en marche, c'est une remise en ordre, c'est souvent héroïque, c'est souvent quelque chose qui se fait in extremis ou après la casse, après l'événement, alors que la maintenance, c'est quand même cette chose qui est faite par des gens très ordinaires, tout le temps, qui ne fait pas du tout événement. Et c'est aussi se démarquer un petit peu du risque de la séduction de cette notion de réparation, qui est très intéressante. Il y a toujours de la réparation dans la maintenance aussi, mais elle est pensée là, à un niveau beaucoup plus ordinaire et infraordinaire, même, pour revenir sur Pérec. Et alors, quel regard ont les personnes de la maintenance sur l'objet de leur travail? Je ne sais pas si ça va être simple d'en parler comme ça, peut-être faudra prendre des cas, mais le regard, c'est jamais un regard en fait. C'est toujours quelque chose de beaucoup plus déployé sur l'ensemble des sens en fait. Et donc c'est ce qu'on montre au fur et à mesure, c'est qu'il y a effectivement du regard, et c'est typique de n'importe quel regard professionnel en fait. C'est-à-dire que c'est pas juste on regarde, comme typiquement voilà, qui est en face de moi là. Un critique d'art va tout de suite voir des choses que je suis pas en train de voir. Donc c'est un regard qui est professionnel, dans le sens où il y a une forme de cadrage de ce qu'il faut regarder pour voir si la chose est toujours la même, si la façon dont elle se développe, dont elle se transforme, et on va dire dans les cadres de ce qui sont attendus, ou si en gros ça déborde. Et dans le vocabulaire de la maintenance, il y a un désordre. C'est-à-dire que la chose est devenue ou est en train de devenir quelque chose qui n'est pas ce qu'elle doit être si on veut qu'elle dure. Donc il y a à la fois des points d'attention qui, selon les métiers, typiquement des gens qui vont... les gens qui regardent les panneaux, pour rester sur le cas, ils ne regardent pas les panneaux de la même façon que nous tous quand on regarde le panneau pour voir si on est bien sur la ligne 3 ou 4 ou si on va à Château de... un tel ou autre chose. Eux, ils ne regardent pas ça. Ils regardent vraiment le panneau à la fois dans sa position sur le mur, mais après, ils rentrent tout de suite. Ils ne voient plus un panneau et un mur. Ils voient tout un tas de matériaux. Donc, ils voient une tôle émaillée qui est plus ou moins rutilante, plus ou moins rouillée. Ils voient tout un tas de choses. Ils voient le vernis. Enfin, voilà. Donc, ils ne voient pas deux choses, un mur, un panneau. Si on vient sur une autre enquête qu'on a fait nous-mêmes, les évaseurs de graffiti, ils ne voient pas un graffiti et un mur. Ils ne voient que des matériaux. Également. Ils voient de l'encre, du ciment, de la brique, du plâtre. Il y a des graffitis qui résistent d'ailleurs. Tout à fait. Donc il y a ce regard avec à la fois selon tout un tas de mondes professionnels, il y a ce qu'on pourrait décrire comme des points d'attention qui sont les choses auxquelles ces personnes qui prennent soin de ces différentes choses savent qu'elles doivent regarder ces choses-là, voir dans quel état elles sont. Et puis il y a, ça fait partie vraiment du cœur, on va dire, des métiers de la maintenance. C'est à la fois venir et savoir à l'avance ce qu'il va falloir regarder, mais avec toujours une attention qui reste flottante et ouverte aux surprises. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui peut être inattendu, qui ne fait pas partie de ce qu'on est censé regarder, et il faut être sensible à ça. Et c'est là qu'on est loin du seul regard, puisque selon les métiers, le toucher est indispensable. Et face à un graffiti, c'est pas le regarder en fait, en le regardant, c'est en touchant, et même des fois en fermant les yeux,
Et ces gens-là sont capables de savoir quelle est la composition de la peinture ou de l'encre, si elle a migré et jusqu'à quel point dans la pierre ou la brique. Et donc derrière, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'effacement, en termes de technique. Les restaurateurs de tableaux également pour rester dans la peinture. Mais si on est sur des maintenances très différentes, sur des infrastructures, soit des piles de pont ou... Jérôme, avec un autre collègue, Daniel Farentin, ont aussi étudié des gens qui s'occupent des réseaux d'eau. Donc voilà, on n'est pas du tout sur... Là, j'étais beaucoup dans le pictural, on va dire, et le graphisme, mais il y a tout un tas. Donc il y a d'autres métiers où on n'est pas seulement dans le toucher, on est dans le gustatif ou l'olfactif, l'écoute, il y a tout un tas. Et donc ça, c'est vraiment un point très important sur la façon dont ces différents métiers nous apprennent, en fait, à regarder tout un tas de choses qu'on utilise tous les jours, mais ils savent les voir de manière totalement différente. Mais ce qu'on sait nous aussi faire, c'est-à-dire que selon nos expériences, nos habitudes, on sait tous repérer, par exemple sur des vêtements, une usure à l'avance, ou sur des vélos, si on pratique le vélo, on sait faire... On prend le vélo tous les jours et il y a un bruit bizarre. Est-ce que c'est dans le pédalier? Est-ce que c'est la chaîne? Est-ce que c'est le câble de frein? Donc on développe des choses aussi. Donc, mais en tous les cas, ce qui est le point fort, il me semble, dans la réponse, c'est que c'est une façon de regarder des choses anodines et quotidiennes, mais savoir y voir, y percevoir, y sentir, dans tout le sens de l'épaisseur du mot sentir, des signes de la transformation de la chose, et qui sont donc des indices vers une forme éventuelle de rupture, pour revenir à tout à l'heure. Et donc, soit elle va casser, soit elle est en train de devenir quelque chose qui n'est pas ce qu'on entend, ce qu'on a décidé qu'elle devait être. Elle va devenir autre chose. Exactement. Et d'ailleurs, en lisant votre ouvrage, et notamment lorsque... Pardon, peut-être vous vouliez... donc, si je m'arrête au titre, le soin des choses, il se trouve que j'interviens de temps en temps dans des écoles de santé ou au contact d'infirmières, et le terme de prendre soin, l'idée de prendre soin, donc après question du care, on ne va pas développer, on ne va pas théoriser là-dessus, mais j'ai beaucoup pensé en vous lisant, à cette démarche aussi que l'on rencontre notamment à l'hôpital. Et là aussi, lorsqu'on s'intéresse à qui prend soin, il y a beaucoup d'invisibles, si je puis dire. Et j'ai trouvé... donc, c'est l'idée aussi de faire attention. Faire attention et faire connaissance, si je puis dire. Et développer de la connaissance. Alors, justement, tiens, en parlant de faire durer, Lénine... Comment on le fait durer? Alors là, vous avez des chapitres tout à fait intéressants. Et effectivement, j'ai trouvé ça très intéressant et croquignolé d'ailleurs à la fois. Il y avait un point important qu'il faut qu'on précise, c'est que dans le livre, on utilise nos enquêtes et puis des enquêtes de collègues qui sont absolument fascinantes et extraordinaires. Donc le corps de Lénine, c'est Alexei Yurchak qui a fait un article dessus et qui prépare un livre qu'on attend avec impatience. Qui est une histoire assez incroyable de la mort de Lénine. Alors c'est déjà une histoire compliquée, la mort de Lénine et le rapport du parti à l'époque avec Lénine. Mais Lénine meurt, on installe son corps dans un mausolée sur la place Rouge comme il se doit. On ne prévoit rien de particulier, si ce n'est que les gens viennent, et puis les gens continuent à venir, et puis il fait un peu froid cet hiver-là. Et finalement, il se dégrade pas trop. Le corps se dégrade pas trop. Donc on dit, on va peut-être un peu continuer à le faire un peu durer. Et puis on commence autour du parti et de certains scientifiques, on commence à dire, on pourrait peut-être voir si on peut pas un peu le faire durer un petit peu plus. Et puis on va réfléchir, parce que c'est quand même une question, c'est la grande science soviétique. On va peut-être essayer de voir si on peut pas mettre en place quelque chose qui ressemble à une forme de préservation. Alors c'est très compliqué, parce que c'est un débat, il ne faut pas que ça devienne un saint ou quelque chose de cet ordre-là, parce qu'on est matérialiste quand même. La matière a tendance à disparaître et à transformer. Il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Donc plein de débats qui se jouent dans ces coulisses très politiques du corps de Lénine. Et puis certains scientifiques font tout un tas d'expériences dont on vous passe les détails, mais qui sont
voilà, plus ou moins ragoûtantes, avec des corps voilà, évidemment de personnes qui sortent des geôles, etc. Et puis ils se disent, en fait, on a trouvé, on doit pouvoir le faire durer pour tout le temps, pour toujours. Aujourd'hui, Lénine est encore sur la place rouge, voilà, quasi un siècle plus tard. Et on l'a trouvé, mais par contre, attention, et d'ailleurs il y a des débats, est-ce que c'est vraiment le corps de Lénine? Alors ça, nous, c'est pas nous qui tranchons, ce qui nous intéresse, c'est quand les gens débattent et ils décident. Il y en a encore beaucoup qui considèrent que oui, parce qu'évidemment, pour faire durer Lénine 100 ans, il faut enlever les graisses, il faut changer les fluides régulièrement, il faut tremper son corps dans des bains tous les 3 mois, il faut, etc. Il faut faire plein de choses. Et donc il y a quelque chose de passionnant dans le corps de Lénine qui est à la fois la construction de la possibilité de faire durer quelque chose pour toujours, et en même temps le fait qu'on est confronté face à des questions comme ça sur une chose comme le corps de Lénine, comme d'ailleurs dans certains cas pour les œuvres artistiques, dont la condition de dire c'est la même est très délicate, quoi. Quand on change un panneau du métro, la signalétique reste la même, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a le droit de changer, pas de changer? C'est très compliqué. Donc il y a eu des débats, il y a eu la souplesse des articulations reste et est restée pendant très longtemps une condition, par exemple. Là, c'est devenu, si on peut encore lui bouger, et donc ça veut dire qu'une fois par an, on a le corps de Lénine nu qui est présenté aux gens du parti, on fait comme ça. C'est le même. C'est bon, c'est Lénine. Ouais, il faut faire durer Lénine. Et faire durer Lénine, c'est ça. On fait durer Lénine. C'est pas juste qu'il soit là et qu'on voit les mains. Il faut aussi que la peau, et c'est pas rien, il faut que la peau reste vivante. Et en fait, en termes scientifiques, la peau de Lénine est encore vivante. Et ça a donné lieu à des innovations, par exemple, de tests de cholestérol non invasifs qui ont été vendus au Canada, qui sont de l'innovation et de la R&D, qui sont nés des recherches sur le corps de Lénine, où il y a eu jusqu'à 150 chercheurs qui travaillaient à cette préservation du corps de Lénine. Et il y a même, ce que dit Yurchak ailleurs, c'est qu'il y a même finalement une théorie de la vie qui serait proprement soviétique et matérialiste liée à la question, aux protéines, versus la théorie de la vie plutôt venue des États-Unis, informationnelle sur l'ADN. Donc c'est une histoire complètement incroyable, mais qui dit quelque chose de passionnant, qui est qu'à chaque fois qu'on fait durer quelque chose, on définit aussi ce qu'est cette chose. Et c'est vrai de tout. C'est vrai d'une vieille Mustang qu'on veut garder, c'est vrai d'un panneau du métro, c'est vrai d'un téléphone. Si Apple n'aime pas trop qu'on retouche les téléphones et qu'on y rajoute des gros bouts de scotch, etc., parce qu'Apple dit c'est plus vraiment mon iPhone, c'est plus un iPhone. Et nous, on s'en fout parce qu'on veut juste que ce soit un téléphone qui fonctionne, par exemple. Tout à fait. Donc ça veut dire que lorsque, au fond, l'on fait durer, lorsque l'on maintient, lorsque on innove aussi quelque part, c'est work in process. Continuellement. Oui, alors ça c'est un point aussi important qui est que il faut pas trop vite séparer innovation et maintenance comme une espèce de grande. La maintenance, c'est la critique de l'innovation de rupture. C'est la critique de l'innovation qui fait table rase, de la création destructrice, ce genre de choses-là. Par contre, dans les ateliers de maintenance et de réparation, il y a toujours eu de l'innovation. Il y a un grand historien qui s'appelle David Edgerton qui montre très bien que par exemple, toute l'industrie hi-fi japonaise qui a été très importante dans les années 80 est née dans des ateliers de réparation et de maintenance. Que pour faire durer, on peut effectivement innover, inventer de nouveaux process au nom de la maintenance. Donc c'est un moyen important aussi de ne pas trop faire dans la caricature pour dire la maintenance, avec cette idée que la maintenance serait forcément quelque chose de très conservateur et de très et qui bouge pas, qui reste complètement figé. C'est tout sauf quelque chose de fixe. C'est toujours une transformation et parfois c'est de l'innovation. C'est vrai que votre ouvrage, d'ailleurs, montre bien cette démarche et la façon dont elle est abordée. Elle renvoie aussi à la question, au sujet de, je dirais, le grand débat aujourd'hui, je dirais, entre maintenance et écologie, en quelque sorte. Par exemple, si on arrête les centrales nucléaires demain, il faudra de la maintenance, et pendant longtemps. Donc ça montre aussi quelque part, je dirais, la façon dont on aborde cette question, parce qu'on pourrait dire que ce que vous mettez en avant, à travers faire perdurer, prendre soin, c'est une manière, je dirais, de critiquer cette époque où, en gros, quand on fait pas, on jette et on remplace en quelque sorte. Or,
Là, il se passe autre chose. Et vous le montrez bien aussi à partir d'un exemple américain sur cette demande de droit à la réparation. Donc, est-ce que vous pouvez en dire plus? Peut-être faire un point effectivement sur maintenance et écologie. Il y a une première dimension qui est vraiment importante à arriver à faire passer, en fait, c'est qu'on n'a jamais en fait des humains, on pourrait dire des mainteneuses et des mainteneurs face à un ou des objets dont ils prennent soin. On est toujours face à en fait un milieu au sens écologique du terme, où justement on a des humains et tout un tas de matériaux, tout un tas d'éléments en fait, qui sont aussi des principes, des règles. Et donc on a vraiment une écologie, là non pas au sens la crise écologique, mais au sens où on est toujours on suit des gens ou on découvre des gens dans les travaux des collègues qui baignent dans un milieu. Ça renvoie à la question du vivant. Voilà, exactement. Et je commence par là parce que c'est vraiment un point important et qui permet justement d'aller jusqu'au débat contemporain sur la crise écologique et sur. On est constamment face à des milieux dans lesquels on prend soin d'un certain nombre de choses et on en délaisse d'autres. Mais j'insiste sur le milieu parce que maintenir, c'est pas forcément quelque chose de. Alors, deuxième point, effectivement, maintenir, ça permet de ralentir un certain nombre de choses vis-à-vis de ça marche plus, on le remplace. Non, on peut le réparer, on peut le maintenir, on peut essayer de faire durer un peu plus ou très longtemps des choses plutôt que d'acheter tout de suite la version innovante ou neuve, exactement la même. Donc on peut s'efforcer justement dans ces débats écologiques à quand même faire durer un peu plus plutôt que de jeter et éventuellement que ça parte dans les suds quand on est ici. Donc ça, c'est effectivement, il y a cet aspect-là. Mais l'autre aspect qu'il faut surtout pas oublier, c'est que c'est pas parce qu'on est dans la maintenance et qu'il y aurait cet horizon un peu positif par rapport à la crise écologique que maintenir, c'est pas forcément positif en fait. Il y a plein de maintenances qui sont très négatives. Et donc, on peut effectivement considérer qu'effacer des graffitis au nom de la ville lumière à Paris, au nom du tourisme, au nom des habitants, c'est quelque chose d'important et quelque chose de positif. Et donc, on va effacer les graffitis. Mais pour effacer des graffitis, on utilise tout un tas de produits chimiques qui, quand on suit les effaceurs, il y en a qui sont des produits bio. À partir du moment où ils enlèvent le bouchon du bidon, on se dit que c'est une forme de bio assez intéressante du point de vue chimique. Il se trouve que ces produits, ils finissent dans les égouts. Donc ça, c'est un premier élément. On peut dire, oui, bon, c'est juste des effaceurs de graffiti. Prenons les musées. Les musées et leurs réserves, avec tout le travail sur l'éclairage, l'humidité, la consommation, la clim, les réserves, qui sont en fait des bâtiments qui sont là pour faire durer tout un tas de choses que je ne suis pas en train de discuter en termes d'importance. Mais un musée et ses réserves a une empreinte écologique massive. Donc, c'est pour faire un point quand même important de ce point de vue-là, là maintenant, c'est pas forcément. Elle a des vertus possiblement positives au regard des enjeux écologiques actuels, mais dans toute maintenance, il y a potentiellement des effets qui sont justement plus négatifs. Peut-être tu veux enchaîner sur la suite. Après, oui, sur la question du droit à la réparation. Oui, on peut partir sur l'action de droit à la réparation. C'est un mouvement assez passionnant parce qu'il est double. Il est né aux États-Unis, mais il existe aussi en France. C'est tout un tas de consommateurs et de personnes qui disent on veut avoir le droit de réparer ce qu'on a acheté. Alors ça pourrait être une évidence, mais en fait il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à réparer et pour lesquelles les industriels mettent vraiment des barrières à la réparation. John Deere. Alors voilà, John Deere est un cas très particulier puisque ce sont des tracteurs. Donc John Deere, c'est depuis presque des siècles des conducteurs, des fabricants de tracteurs, mais qui ont, en rajoutant l'électronique sur leurs appareils, se sont retrouvés à obliger les agriculteurs partout dans le monde, mais en particulier aux États-Unis, à passer par leur propre service de réparation pour que, si le tracteur ne fonctionne pas très bien et doit être réparé, se retrouve coincé. Et se retrouve coincé parce qu'il y a des files d'attente, parce qu'il n'y a pas tellement il n'y a pas tant d'ateliers que ça, donc il faut attendre 6 mois, donc on perd une récolte, enfin voilà, c'est une catastrophe. Or, ça c'est un point central, il y a 2 endroits où la maintenance a été très longtemps cultivée et a été un peu disparu à plein de niveaux. C'est la maison, la maintenance domestique, le raccommodage, la maintenance de tout un tas de choses, massivement fait par les femmes, et la ferme.
l'endroit où, quand on achète quelque chose, le tracteur, on le fait durer très 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 longtemps au coup de bricolage, de petits ajustements, de choses, parce qu'on fait ce qu'on veut avec ce qu'on a acheté. Or là, c'est plus le cas. Et c'est une crise massive aux États-Unis, vraiment gigantesque, avec des agriculteurs qui ont fait appel à des hackers, notamment en Ukraine, qui leur ont envoyé, enfin, ils les ont fait payer pour ça, mais leur ont envoyé des logiciels pour craquer le logiciel de leur tracteur, pour qu'ils puissent à nouveau l'ouvrir, le réparer, etc. Pendant un temps, Apple avait un système de détection d'une intervention d'un réparateur non agréé qui bloquait le téléphone, par exemple. Et donc là, il y a des acteurs, notamment iFixit, qui est une entreprise assez passionnante, qui est devenue un lobby en fait aux États-Unis pour lutter contre toutes ces grandes entreprises qui empêchent la réparation. Et il y a eu un cas dont s'est saisi iFixit pendant le Covid qui est assez sidérant, c'est qu'une partie du personnel hospitalier s'est retrouvé avec des respirateurs et leur mainteneur sur place, parce qu'évidemment, confinement et absence de circulation des gens, les respirateurs tournant à plein régime avec des gens qui avaient besoin d'intervenir dessus pour les faire durer un peu plus, pour les bricoler. Et ils se sont retrouvés dans l'interdiction, avec même des procès de la part des constructeurs pour dire non, vous n'avez pas le droit d'intervenir et de maintenir vos respirateurs, c'est nous qui devons nous en occuper. La personne qui est en charge d'iFixit, qui avait fait la même chose pour Apple pendant longtemps, a essayé de créer une grande base de données, une communauté de modes d'emploi et même de production de pièces détachées en impression 3D pour que les gens puissent malgré tout réparer les respirateurs. Et donc, alors ça, aux États-Unis, c'est un débat qui est intéressant parce qu'il est surtout... Pendant longtemps, il a été très organisé en termes d'empowerment, comme on dit, des consommateurs. C'est la liberté du consommateur qui dit « j'ai acheté, ça m'appartient, je fais ce que je veux ». Et c'est beaucoup discuté comme ça. Et alors, je fais ce que je veux ou je veux que des petits réparateurs locaux s'en occupent. Et donc, c'est aussi une lutte contre le monopole, les effets de monopole. En France, notamment, la France est très à la pointe de ces questions-là. C'est plutôt une lutte contre l'obsolescence programmée, c'est-à-dire le fait que certains industriels s'arrangent plus ou moins explicitement, mais parfois très explicitement pour que les choses ne durent pas très longtemps et qu'elles soient remplacées. Et avec l'ADEME notamment et l'association HALT à l'obsolescence programmée, c'est remonté jusqu'à l'Europe pour fabriquer justement quelque chose qui ressemble aussi à non pas à une interdiction, mais plutôt à une volonté de favoriser la réparabilité, voire de rendre obligatoire. C'est-à-dire des pièces détachées au moins disponibles pendant 7 ans, des modes d'emploi, et puis une possibilité pour d'autres acteurs d'intervenir sur les objets pour les réparer. Et c'est l'indice de réparabilité qui est en train de s'installer en France, par exemple, qui est un moyen un peu comme le Nutri-Score pour dire, voilà, si vous achetez ça, vous pouvez plutôt pas trop mal le réparer, alors que ce truc-là, pas du tout. Donc on joue plutôt sur des mécanismes de préférence du consommateur pour dire, si vous préférez, voilà, sans doute que vous préférez plutôt pouvoir réparer ou pas, et une incitation, alors qu'aux États-Unis, on essaye de bloquer ça. Et en France et en Europe, c'est pensé en termes environnementaux, dès le départ. C'est-à-dire que c'est comme un moyen de faire une forme de prise de conscience écologique pour dire, si on répare, on achète moins, donc on produit moins. Aux États-Unis, c'est devenu ça aussi. C'est une tendance que vous observez depuis pas mal de temps dans vos enquêtes, ou c'est très... c'est relativement récent. C'est très récent, ouais. C'est relativement récent que cette question-là, ça rime à la question écologique, parce qu'il y a eu le mythe pendant très longtemps du recyclage et qu'il a fallu que la réparation vienne un peu mettre un coin ou une brèche dans l'économie circulaire qui dit, voilà, on produit, on consomme, on recycle, du coup c'est tranquille, on peut reproduire, reconsommer, puisqu'on recycle. Bon, alors, plusieurs enquêtes sur le recyclage ont montré quand même le recyclage est un mythe et voire une escroquerie, quoi. Donc on n'arrive pas quand même à recycler complètement. Du coup, réparer est une espèce de... C'est plus du tout circulaire, mais ça fait durer et ça s'est petit à petit articulé à un argument écologique et environnemental qui est de l'ordre de la sobriété, enfin qui s'arrime aussi à la sobriété et qui aujourd'hui va sans doute exploser parce que c'est un des débats avec obsolescence programmée, c'est de rendre moins cher la réparation aussi. Là, le problème, c'est que si l'objet neuf est 2 fois moins cher que l'objet réparé, c'est compliqué. Donc avec c'est en débat. L'Europe a du mal encore à mettre ça en place, mais il faut absolument que les coûts soient plus bas. Mais il y a un vrai enjeu de sobriété où c'est un point important parce que du coup, c'est pas une solution miracle. Ça veut juste dire qu'on va produire un peu moins. Ça veut juste dire que...
Et c'est un aspect très important de la maintenance par rapport à certains débats en écologie. On part au tout début du livre sur la question des gens qui disent, dans les débats écologiques, il faut se rendre à nouveau sensible au vivant, au monde vivant, et à la nature, entre guillemets. Et oui, c'est une évidence, mais souvent, ces penseurs-là et ces intellectuels oublient qu'on continue de vivre dans des bâtiments avec des choses, des vêtements, etc. Comme si il y avait une espèce d'épiphanie sur, effectivement, on va dans la forêt et on se rend compte qu'il y a plein de vivants partout et qu'il faut qu'on en prenne soin. Alors c'est très vrai, mais le problème c'est qu'on va continuer encore pendant longtemps parce que c'est ça que fait les êtres humains. L'être humain, c'est pas vivre sur la planète sans chose, quoi. Donc tout simplement, élargissons cette préoccupation aux choses et faisons pas comme si du jour au lendemain, et d'ailleurs ça n'arrivera pas. C'est un spoiler, mais on ne pourra pas se débarrasser des choses avec lesquelles on vit. Donc faisons petit à petit. Et donc c'est beaucoup plus modeste, cette question de la sobriété ou de la réparation, pour un peu moins produire. C'est très modeste, mais c'est très pratique, c'est très concret, c'est quelque chose qu'on peut faire tout de suite. On n'a pas non plus besoin d'attendre la catastrophe qui arrivera plus tard, ou l'innovation de rupture qui arrivera plus tard. C'est quelque chose qu'on peut faire tout de suite, très simplement, tout le monde. Vous allez décourager les penseurs de la table rase. C'est pas possible. Alors vous avez aussi, dans la façon dont vous avez construit cet ouvrage, justement où on retrouve, à travers ce qu'on vient d'évoquer, des thématiques, mais je dirais qui posent bien la question du soin et du soin des choses. Vous avez une série autour de la fragilité. Puis il y a l'attention, par exemple, je ne les cite pas tous. Les rencontres. Alors moi, les rencontres, j'ai bien aimé, mais ça m'a fait penser aussi, à partir de votre texte, aussi à des films de Jacques Tati ou à quelques courts-métrages de Buster Keaton où les objets résistent de façon terrible et on n'y arrive jamais, quoi. C'est terrible. Et donc, la question du temps, qui me paraît quelque chose de très important dans cet ouvrage. Et bon, après on débouche sur faire durer et maintenir. Et c'est vrai que je me dis qu'aujourd'hui, là, vous perturbez l'ambiance parce que je m'étais dit, si je me fais embaumer, par exemple, donc c'est terminé, c'est un truc, c'est pas possible. Et quand je vais prendre ma douche, je regarde ma salle de bain maintenant totalement différemment. Dès que je vois un robinet qui goutte, alors qu'avant je me disais bon on verra bien, ou je me faisais engueuler en me disant on me disait tu l'as pas encore réparé, mais là ça renvoie quand même ça renvoie en fait, on plaisante là, mais à des questions sur l'existence à la fois des êtres et des choses importantes, parce que votre ouvrage aussi fait référence à cette démarche-là, si je puis dire, les gens et les choses. Donc, peut-être pour faire le lien plus explicite avec effectivement ce monde du soin et à la fois les professionnels du soin des personnes et toute la littérature autour des théories féministes du care. Et effectivement, c'est une des grandes leçons en fait des enquêtes qu'on a faites et de la leçon des personnes qu'on a accompagnées, c'est de voir comment justement elles peuvent avoir ce vocabulaire elles-mêmes du soin. Sur des systèmes techniques très sophistiqués ou au contraire des choses très ordinaires et rudimentaires. Elles peuvent déployer d'elles-mêmes ce vocabulaire du soin. Donc nous, on a pris au sérieux ça, on a été interloqués. Et effectivement, la façon dont elles considèrent la fragilité des choses dont elles s'occupent comme non pas quelque chose qui est une exception dans le cours ordinaire de ces choses, mais comme leur condition immédiate. Même si c'est tout neuf, c'est fragile et ça va plus ou moins se détériorer, se transformer. En tous les cas, ça va s'user. Donc ça, c'est un premier point commun avec les théories du care, qui considèrent que justement la maladie n'est pas une exception à un état normal. Non, le care, les féministes du care nous disent non, on est tous vulnérables par condition immédiate. Et la vie, en fait, c'est faire avec cette vulnérabilité au fur et à mesure, et qui peut prendre des formes très différentes, mais c'est faire attention et donc se soucier constamment de notre existence. Et donc ça, c'est une première dimension qui est partagée, on va dire, entre ces professionnels du soin ou ces théories féministes du care des personnes
et ces mainteneurs qui s'occupent de ces objets de la même façon et qui considèrent cette fragilité comme étant, encore une fois, une condition commune, mais partagée et immédiate, et pas un état contre lequel il faut lutter et qui permet de revenir à un état normal. Le deuxième point, c'est effectivement, vous l'avez mentionné, les professionnels du soin sont sont régulièrement, pas toujours et pas à chaque patient, patiente, face à des gens qui résistent, sont récalcitrants, ne prennent pas le médicament qu'on a prescrit, ou le font en râlant, ou ne le prennent pas à la bonne heure, ou enfin bon voilà. Il se trouve que les choses, elles aussi, résistent. Non seulement elles appellent, donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand je parlais d'attention, c'est exactement ça. Ces gens, en fait, quand on parlait d'attention et qui voient autrement ce que nous, on voit d'une certaine manière, ils voient des signes d'appel. Ils savent traduire ces signes d'usure, de transformation, en appel à une intervention. Sinon, encore une fois, ça va devenir autre chose. Et ces signes d'appel peuvent aussi être des signes de récalcitrance, de refus, en fait, à l'intervention qui essaye de faire que le mur n'a plus de graffiti, que le réseau d'eau n'a plus de fuite, que, voilà, etc., etc. Et donc, ça c'est un autre point commun, c'est-à-dire que les choses renvoient des signes, ont un comportement avec lequel les mainteneuses et les mainteneurs doivent faire. Et c'est là qu'on arrive sur le point existence et coexistence, puisqu'en fait la maintenance, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est répété très très régulièrement, un contact très proche et très répétitif, qui fait qu'en fait, dans cette récalcitrance, les gens qui s'occupent des choses peuvent elles aussi se transformer, pas seulement parce qu'elles voient autrement ou elles apprennent des techniques d'intervention et même elles développent des connaissances de cette chose qui est différente de gens qui juste l'utilisent et non pas la maintiennent, mais elles peuvent aussi se faire mal, se transformer au sens où voilà, on a tout un tas de métiers qui ont des troubles musculo-squelettiques ou manier un certain nombre de substances ou d'instruments qui font que le corps de ces personnes se transforme, voire se détériore ou est abîmé. Et donc c'est là qu'on en vient sur une réflexion, on va dire, plus philosophique à ces questions qui sont au cœur du devenir, et c'est pour ça qu'on parlait de milieu tout à l'heure, du devenir commun en fait, entre les objets qui sont là, qui ont une forme d'existence avec des fragilités et des transformations, des personnes qui s'en occupent, et qui, à leur contact, se transforment dans tout un tas de dimensions. Encore une fois, elles apprennent, elles savent les repérer, elles peuvent elles-mêmes se transformer de manière plus négative, c'est-à-dire développer des maladies ou des déformations. Mais donc, c'est tout ce travail, en fait, où, dans ces interactions continues, on devient, le on, là, pour le coup, c'est nous, humains, et ces choses dont on s'entoure. Et donc l'humanité devient quelque chose. C'est le monde commun. Voilà, c'est ça. C'est le monde commun qui est en route. On va peut-être passer la parole à l'auditoire. Alors il suffira de lever la main. Hein, on va faire comme à l'école. Et je ferai passer le micro. Oui, je trouve que vous avez ouvert un champ de recherche passionnant parce que ça défait un peu la magie du monde. C'est-à-dire qu'on est là, il y a des objets, mais ils durent tout seuls, ça marche, et puis un jour, bon, ils seront morts d'usage, on va les remplacer. Voilà, vous mettez vous montrez que c'est pas de la magie, que ça dure pas tout seul comme ça. Alors, j'ai deux questions, peut-être trois, mais c'est simple. D'abord, est-ce que ces métiers de maintenance sont bien payés? D'abord. Deuxièmement, est-ce que ça passionne les gens qui le font? Et troisièmement, est-ce qu'il n'y a pas de gaspillage de budget? Vous l'avez un petit peu abordé aussi. Hein, dans ces maintenances, il n'y a pas des choses inutiles qui sont faites, voilà. Alors, trois vastes questions. La question de la valorisation est très importante. C'est-à-dire que non, ils sont tous très... Alors, non, ils ne sont pas tous très très mal payés. Les conservateurs de musées, par exemple, sont bien payés. Il y a certaines formes de maintenance qui sont valorisées et considérées comme absolument essentielles à l'existence même des choses. Et c'est vrai des choses uniques, des choses de valeur... mais pas tout le temps. C'est ça qui est assez curieux. C'est qu'il y a un énorme problème de valorisation des métiers de la maintenance. Puisque, grosso modo, ils sont là pour que rien ne se passe. Donc, voilà.
Et donc il y a un problème vraiment gigantesque. Et on présente le livre dans différents cercles et dans les cercles professionnels. La question, c'est comment on attire les jeunes aujourd'hui. Comment il y a des IUT, de la formation autour de ça. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que précisément, on est dans le mythe quand même de la création. On peut remonter à Hannah Arendt en fait. Hannah Arendt est la première à dire bon, alors les trucs là de la reproduction, le travail, ça. Pas très sérieux, quoi. L'œuvre, c'est un peu mieux, mais ce qui compte vraiment, c'est la politique et le débat politique. Donc c'est compliqué parce qu'en fait, quasiment toute l'organisation humaine, à la fois philosophique, politique et professionnelle, est organisée vers l'idée de création. Ce qui est ce qui est important, ce qui compte, c'est la création. Avec cette idée erronée, mais qui consisterait à dire que la maintenance, ça n'est pas de la création, c'est juste le même. Donc ça ne compte pas. Donc c'est mal payé. Un raccourci beaucoup trop rapide, mais c'est quand même un peu de cet ordre-là que ça se joue. Or, une bonne partie des gens qu'on a rencontrés sont absolument passionnés par ce qu'ils font et connaissent le sens de leur travail. Vraiment, au sens très profond de ce que veut dire en ergonomie, en psychologie du travail, ce que c'est que donner sens à son travail. C'est pas une petite couche supplémentaire symbolique, c'est quelque chose d'essentiel pour faire du bon travail. Donc c'est cette espèce de découplage qui est assez étonnant et qui est douloureux pour certains. Hein. Les effaceurs de graffiti qui nous ont passionnés parce que personne n'était allé les voir, quand on discutait avec eux, une des premières fois, il y en avait un qui revenait et qui disait « Punaise, mais il y a une maman qui était avec son enfant, qui a dit « Tu vois, si tu bosses pas à l'école, tu vas finir comme lui. » Et il était en train de... Et il disait « Mais ils se rendent pas compte que Paris, que déjà ce que je fais, c'est compliqué, que Paris est comme ça parce que moi, je fais ça. » Mais c'est quand même, il était choqué pas simplement par le geste, mais par l'incompréhension que les gens avaient de son activité. Donc ça, c'est un point. Alors après, en même temps, tous ces mainteneurs régulièrement nous montrent le travail de cochon, comme dit une collègue à nous. C'est-à-dire qu'il y en a qui font n'importe quoi aussi. Hein, faut pas, évidemment, comme dans tous les métiers. Donc il y en a qui sont pas forcément complètement attachés de la même manière, comme dans tous les travaux. C'est pas tout à fait, voilà, c'est pas cette version-là qui nous intéresse, c'est plutôt tous ceux qui effectivement, et qui sont quand même très nombreux, qui se passionnent et qui font ça d'une manière dont ils montrent qu'elle vaut quelque chose. Alors la question du gâchis, en fait, c'est l'histoire quasiment du XXe et du XXIe siècle, c'est-à-dire qu'on ne va pas financer la maintenance, ça sert à rien, c'est du surcoût. Hein. Les ponts, les réseaux d'eau, les réseaux de gaz, notamment les grandes infrastructures, par exemple, c'est systématiquement le budget qu'on rogne. Systématiquement. En comptabilité, c'est budget de fonctionnement versus budget d'investissement. Budget d'investissement, c'est très bien. Très très bien. Budget de fonctionnement, si vous pouviez rogner un peu, on a bossé avec les collectivités territoriales sur les réseaux d'eau, par exemple, systématiquement. Donc ils déguisent une partie de leur travail de maintenance pour faire croire que c'est de l'investissement, c'est-à-dire de l'argent qu'on a le droit de dépenser. Donc en fait, l'histoire dans les pays riches depuis vraiment longtemps, c'est de la maintenance négligée d'une partie de ces infrastructures avec lesquelles quand même on vit et qui sont essentielles, et au nom justement du fait que c'est trop d'argent, c'est du gâchis. Quoi. Sauf que maintenant, on se retrouve justement juste avant ou parfois après la casse, le pont qui s'effondre, la rue de Trévis qui explose, l'accident de Brétigny avec le train qui déraille. Parce que, en fait, maintenant, il y a une seule personne à la SNCF qui s'appelle un GPX, je crois, qui s'occupe un peu de tout et qui fait sa tournée quasi seul. Ou alors, il peut la faire avec des collègues de nuit, comme l'a raconté quelqu'un en procès, mais ça compte pas. C'est lui, il le fait parce qu'il a peur, en fait, pour vérifier si tout va bien sur les voies. Parce qu'on a rogné les budgets de maintenance, parce qu'on considère que, en vrai, c'est trop d'argent pour rien, puisqu'il n'y a pas d'accident. Et donc ça, c'est vraiment une question fondamentale et qui est difficile. C'est très compliqué de dire qu'il faut mettre de l'argent dans cette activité parce qu'on ne sait pas ce qu'elle rapporte. Elle ne rapporte rien. Elle évite des choses. Calculer un retour d'investissement sur une activité de maintenance, c'est extrêmement compliqué. Alors il y a des gens qui essayent de fabriquer des choses sur l'amortissement, pour le faire exister sur les plans comptables, mais comme une partie des plans comptables sont des choses qui sont quand même fondamentalement organisées autour de valeurs morales, en fait. L'investissement, la création, c'est bien. La maintenance, on doit pouvoir se débrouiller pour. Donc alors c'est pas vrai pour toutes les activités, hein, mais même dans le monde militaire, même dans le monde, dans tout un tas de domaines, c'est des questions qui sont sous-financées, sous-valorisées, notamment à l'aune de cette grande distinction qui va jusque dans des tableaux très basiques comme des tableaux de budget, des tableaux de comptabilité.
Bon, moi aussi, je vais faire dans mon domaine. Je voulais juste rajouter le petit point médico-légal dans la maintenance, avec justement cette histoire de respirateur, là. Parce que les industriels vont se protéger en disant non, vous ne pouvez pas maintenir, parce que s'il y a un problème, une panne, et qui entraîne des séquelles ou un décès, c'est nous qui allons être responsables. Mais ça peut aller plus loin avec les équipes qui disent si, nous on veut quand même réparer, on veut quand même. Mais la direction elle-même de la structure, de l'hôpital ou quoi, peut aussi refuser la maintenance par quelqu'un de local ou quoi, pour se protéger aussi, parce que c'est aussi la direction de l'hôpital qui sera. Donc il y a aussi un enjeu médico-légal dans la maintenance qui n'est pas terrible. Ah oui, bah, qui est compliqué et qui est vraiment l'argument principal des gens qui ne voulaient pas que les respirateurs soient réparés, effectivement. Mais qui se généralise en fait, enfin qui peut se généraliser, parce que la question de la responsabilité est cruciale dans cette histoire. Et c'est vraiment en fait une question qui est au cœur de quasiment tout le bouquin. C'est si on s'attache à prendre soin de quelque chose, on en devient un peu responsable dans une version un peu un terme un peu flou, mais qui peut avoir des conséquences juridiques. Et c'est vrai évidemment dans la conception, par exemple, c'est vrai dans tout un tas de situations où, au final, quand la chose effectivement marche pas et qu'on est sur un système vital ou un système de sécurité, dans le nucléaire, c'est un peu l'apocalypse là en ce moment, qui sont vraiment que des problèmes de maintenance et de surveillance de maintenance. La question mais du coup, c'est de la faute à qui et comment on construit une responsabilité qui rompt avec usage, bon ou mauvais usage, et conception prévue où on a tout prévu, c'est un des points centraux quoi, de ça. Et même en fait, les gens qui disent, John Deere par exemple sur les tracteurs a le même argument, c'est en disant non, vous ne pouvez pas réparer parce que il y a un problème de sécurité, c'est trop dangereux et c'est nous qui sommes responsables. Vous allez faire un procès à la mer. En plus, bon, évidemment, dans une perspective plutôt états-unienne, vous allez faire un procès si vous vous blessez en réparant, par exemple. Et donc il y a un problème juridique à plein de niveaux qui est absolument fondamental. Qui est et encore plus quand il est question de vie ou de mort. Alors le Covid a été un moment intéressant parce qu'en même temps c'est des trucs où on a fait un peu sauter quoi, dans tous les sens en se disant on y va quand même de toute façon. Du coup, moi j'aurais 2 questions. Vous avez parlé de mainteneuse et de mainteneur. J'aimerais bien en savoir un peu plus sur cette question de genre aussi. Est-ce qu'il y a des spécialisations dans les secteurs? Est-ce qu'il y a des rapports différents? Voilà, c'est une première question. Et la deuxième, là, vous avez beaucoup parlé de maintenance d'objets pour autrui, mais ces mainteneurs et ces mainteneuses, qu'en est-il de leur rapport à leurs propres objets, en fait? Merci pour la question. Sur le genre, on n'a pas fait forcément une sorte comment dire, de tableau sociodémographique. On n'est pas allé voir, ça existe sûrement, évidemment. On l'a pas, et donc selon les activités, effectivement, il y a des choses qui sont assez nettes. Typiquement, nos enquêtes sont plutôt des activités prises au masculin. Même si dans les deux cas, la hiérarchie immédiate est une femme. Donc ça, c'est intéressant quand même de spécifier. Mais les gens qui sont vraiment les mainteneurs, donc des effaceurs et des panneaux, sont des hommes. Avec des métiers derrière qui se déclinent historiquement au masculin, quoi, c'est-à-dire manier des perceuses, des tournevis. Je ne suis pas en train de dire que les femmes ne font jamais ça, mais en termes de métier, c'est quand même ce qui ressort. Si on se déplace sur la restauration de tableaux, sur la conservation, j'ai pas les chiffres, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais avec les travaux des collègues, c'est clair que si c'est pas plus féminin, en tout cas, c'est beaucoup plus distribué. J'ai pas, voilà. Je sais pas sur. Voilà. Qui était, j'ai oublié. Ah oui, eux-mêmes, leur rapport eux-mêmes, évidemment. Mais là, ça distribue des choses aussi qui sont là historiquement depuis très longtemps, en fait. Effectivement, entre des hommes qui sont dans la sphère publique et des femmes qui sont à la maison, pour le dire, voilà, à la hache, quoi. Mais qui reste juste quand même. Donc, avec vraiment historiquement pendant des années, parce qu'en fait, le fait qu'on soit dans ce confort de l'insouciance, comme on l'a pas dit comme ça, mais c'est exactement la formule, de pouvoir se dire que on prend le métro, on se déplace, la rue, il n'y a pas de trou, le réfrigérateur fonctionne, enfin tout ça, on est dans ce confort de l'insouciance.
depuis très peu de temps, en fait, même en Europe. Je veux dire, pour parler personnellement, puisque tu demandes les mainteneurs eux-mêmes, moi, dans une de mes 2 branches familiales où il n'y a pas très longtemps on était encore dans les champs et paysans, c'était hors de question de ne pas faire durer les choses. C'était une catastrophe de maltraiter son vélo. Les smartphones n'existaient pas encore, mais voilà, j'ai des souvenirs d'enfance qui sont très, très clairs et qui sont en fait des choses qui étaient là il n'y a pas si longtemps que ça, même chez nous. Et donc voilà, une partition, on va dire, travail domestique, où les hommes pouvaient intervenir, mais était plutôt un domaine féminin, que ce soit la vaisselle, le linge, enfin voilà, la bonne tenue de la maison, et les hommes plutôt dans les espaces publics, avec justement la route, l'éclairage, les murs, enfin voilà, je sais pas si tu veux. Ouais, non, mais revenir là-dessus, parce que juste, il y avait une hypothèse qui avait été formulée, je crois, par Delphine Gardet pendant des discussions qu'on avait, et qui était vachement intéressante, qui disait, mais alors du coup, le soin des personnes, c'est les femmes, et le soin des choses, c'est les hommes. C'est pas complètement faux dans plein de domaines, mais en même temps, justement, la sphère domestique, et c'est celle qui est pour l'instant un angle mort du bouquin, et qui est super intéressante, c'est précisément les expertises techniques, matérielles, qui ont historiquement été portées par les femmes, comme une certaine manière précisément aussi de fournir un certain service à certains autres, parce que c'est aussi ça la question, c'est très relationnel la maintenance, sur la version pour les autres. Quand même sur la question de pour soi, c'est important parce que là on a un peu beaucoup parlé, parce qu'aussi c'est nos enquêtes des professionnels de la maintenance, mais le bouquin il essaye de faire l'espèce de transversalité la plus totale possible, en disant que de toute façon on est tous mainteneurs, et donc on prend tous plus ou moins soin d'une manière ou d'une autre de trucs à nous aussi, mais ça joue bien quelque chose quand même qui est la maintenance peut participer d'un service en fait qui accompagne la chose pour d'autres, versus l'attachement et du coup plein d'autres choses qu'il peut y avoir, et de familiarité avec la chose, etc. Mots-clés cachés, et du soin, et voilà, et de ces rapports-là qui sont vraiment très importants. Donc l'idée quand même, c'était de faire. Comment ? Et de maintenir sa personne. Alors là, il y a des travaux, on attend avec impatience une nouvelle enquête de notre collègue Cornelia Hummel qui est venue nous voir avec ses Mustangs, là, mais qui bosse, elle, sur les personnes âgées, en fait. Et elle croyait, enfin, voilà, elle se disait, ça, c'est pas de la vraie socio, les Mustangs, et puis elle est venue au CSI, et puis voilà, donc on a fait, on a participé à la transformer comme elle voulait être transformée dans cette histoire-là, et c'est quelqu'un d'extraordinaire, et qui, justement, a ouvert une nouvelle enquête en expliquant comment, chez les personnes âgées, dans les processus de maintien à domicile, par exemple, accompagner et inviter même à renforcer la possibilité pour les gens justement de prendre soin de leurs choses, de leur environnement, plutôt que d'être sans arrêt entouré de gens qui le font pour elles, est une sorte de clé de devenir commun, quoi. C'est-à-dire justement d'humanisation, on pourrait dire, ou de continuité d'humanisation, sachant que les humains vivent avec des choses d'un certain, et ça c'est vraiment un point, c'est une piste passionnante. Ouais. Peut-être juste pour, si c'est ce que tu cherches dans le livre, effectivement l'enquête sur les Mustangs, donc qu'on relate, que Cornelia a déployé, parce qu'en fait, donc spécialiste, sociologue de la vieillesse, qui achète une Mustang et qui tombe dans le monde des collectionneurs et des restaurateurs de Mustang, et qui à l'occasion d'une invitation à Lausanne, me dit j'ai un truc à te montrer, en gros, mais comme je suis sociologue de la vieillesse, j'ai pas le droit d'en parler. Je dis mais ça va pas, vas-y, fonce, quoi. Et donc est vraiment sur ce rapport où le soin qui est apporté à la chose n'est pas pour les autres, en fait. C'est bien sa voiture pour soi, mais en fait les autres sont tout le temps là. Ah, non, mais tu peux pas changer tel aspect parce qu'elle va plus être authentique. T'as pas le droit de faire ça. Et donc soit on se dit ça, je m'en fous, et je reste vraiment dans un dialogue vraiment très restreint, moi, ma voiture, soit on se dit, un jour je vais peut-être la revendre, il faudrait qu'elle reste authentique, et donc tu plonges dans ce monde où effectivement c'est vraiment toi qui fais, tu fais ou tu fais faire par un spécialiste selon le degré d'expertise ou de temps que tu as. Mais tu as tout ce monde qui est tout le temps là et qui te dit... et en fait, où la voiture constamment... il y a des découvertes, elle est fabuleuse son enquête, il y a des découvertes hallucinantes sur la peinture, et je gratte, mais elle n'est pas bleue en fait, elle est rouge. Oui, mais c'est quel rouge? Et quand on dit rouge en fait, le candy red, c'est lequel? Selon les, c'est hallucinant.
ne dévoile pas tout. Mais là, tu as vraiment une réponse sur... Je vais rajouter juste un point, parce que ça rejoint l'histoire de... Maintenant, je regarde ma douche un peu autrement, je suis un peu plus embêté que... C'est une inquiétude, la maintenance, dans plein d'endroits. Quand on parlait d'insouciance, là, tout à l'heure, le soin, c'est se soucier d'eux. Pendant très longtemps, avoir soin d'eux, c'est se soucier d'eux. Donc, c'est s'inquiéter. Et ça, c'est quelque chose aussi qui dit toute l'ambivalence aussi de la chose, et qu'on ne peut pas le généraliser complètement, qu'effectivement, mais dans la relation qu'il peut y avoir entre prendre soin de sa personne avec ses choses, ou de prendre soin des choses pour les autres, etc., il y a ce souci-là qui fait lien, et qui c'est pas du tout un rapport apaisé, quoi. Et un souci qui peut être énorme quand effectivement on s'attache à l'authenticité des choses, par exemple, c'est-à-dire que s'il faut enlever la poussière sur un Pollock ou la Joconde, bon, c'est super flippant, il faut être très nombreux. Mais même si c'est simplement pour faire continuer d'exister un truc, il y a une forme d'inquiétude. Voilà. C'est une non-quiétude au sens fort du terme. Et donc et ça joue aussi beaucoup dans la question du rapport à ces choses, et les extraits d'entretien ou d'expérience de Cornelia sur la Mustang sont dingues, parce qu'à chaque fois parce qu'il faut les faire rouler, c'est pas des voitures de collection, c'est des voitures avec lesquelles on vit. Et s'il y a le moindre bruit, le moindre machin, et si on va faire les courses avec, comment on fait au supermarché, on se met entre deux places pour être sûr que personne connaît le truc, etc. Et on flippe tout le temps, en fait. Et là, ce qu'elle raconte, c'est qu'il y a quand même un ajustement à faire entre un monde invivable où on est sous l'emprise permanente de cette inquiétude-là, et d'un soin parfait, très maîtrisé, et une forme quand même de relâchement. On est possédé par l'objet, là. Là, on est tenu par l'objet, exactement. Tout à fait. D'autres remarques, hein, d'autres questions? Ouais. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. En fait, ce que je trouve vraiment très intéressant avec le soin, enfin avec ce que vous montrez du soin porté aux choses, c'est que c'est une façon de reproduire des formes d'articulation, d'organisation, de la façon dont les gens vivent avec les objets qui les entourent, les infrastructures, etc. Et je me demandais, vous avez beaucoup parlé de la façon dont on rendait invisible cette reproduction, l'organisation, la reproduction d'une certaine organisation. Je me demandais si la maintenance pouvait faire advenir de nouvelles choses, et si se jouait finalement dans ce que ça a de très ordinaire et de très matériel, la mise en concurrence de représentation du monde, de valeurs. On a beaucoup parlé de la dimension politique de la maintenance, par exemple du passage, tout à l'heure vous l'évoquiez, entre le recyclage et la dimension écologique qui se joue. Donc ça met en jeu des représentations politiques, ça met en jeu des représentations de société, ça met en jeu certaines représentations du marché, de la consommation. Et en fait, il me semble qu'il y a deux niveaux dans ce que vous présentez à ce niveau-là. Un niveau où s'actualise la maintenance comme étant le creuset, où se sont mises en concurrence des représentations, des ordres et des choses, des façons de voir le monde, et le côté très infraordinaire, matériel et bassement besogneux de ce que signifie mettre les mains dans le cambouis. Alors je me demandais si la maintenance pouvait produire de nouvelles choses, produire de nouveaux modèles, et si ça pouvait être le creuset dans lequel étaient mises en concurrence des représentations. Alors nous, on utilise plutôt des termes ONI comme ontologie pour dire plutôt que représentation, mais qui veut dire après la même chose, c'est-à-dire qu'est-ce que sont les choses et quelles sont leurs valeurs, etc. Et alors c'est vrai que c'est l'articulation des deux qui nous intéresse, c'est-à-dire que le fait qu'on est sans arrêt en train de toute façon de défendre ça de manière plus ou moins explicite ou plus ou moins grande. Mais il y a un exemple très intéressant, toujours dans l'architecture, qui est quand même un endroit passionnant. Il y a un collectif qui s'appelle Rotor, qui est un collectif belge qui travaille avec aussi des philosophes, et qui dit qu'il faut une diplomatie de l'usure, par exemple. Voilà, parce que ça, c'est un point central aussi. C'est-à-dire comment, en termes de conflit de valeurs au sens très générique, qu'est-ce qui fait qu'on est à ce point-là attaché à la chose absolument en parfait état? Ou alors dans un fantasme du vintage qui a des marques d'usure mais hyper contrôlées, etc. Mais qu'est-ce qui fait que... et ils invitent comme ça, dans un geste très spéculatif, parce que c'est très compliqué, mais à accepter que... Parce que c'est quand même ça un des points centraux du livre et de ce que nous apprennent les mainteneurs, c'est que les choses s'usent et se transforment tout le temps. Donc est-ce qu'on ne peut pas imaginer une forme de maintenance et du coup des formes de coexistence avec les choses qui acceptent que les choses s'usent et que ce ne soit pas un drame? Et c'est un débat, on fait un lien avec, on fait un peu des liens dans tous les sens qui sont tous critiquables au plus haut point, mais on fait un lien avec l'écologie, avec la question de la préservation naturelle, par exemple, où c'est des débats très importants, c'est-à-dire Viollet-le-Duc, version non, il faut remettre la chose pile poil comme elle aurait dû être, mais même si elle n'a pas été complètement, absolument parfaite.
très immodeste en termes de rôle des êtres humains là-dessus, mais avec une vision du modèle de la chose. Et puis Ruskin ou Maurice qui disent non, en fait, il faut la laisser. Et en fait, le letting go, dont parlent aussi plein d'autres sur la sonde spatiale aussi, etc. Il faut la laisser. Il faut accepter sa progressive disparition. Et il faut faire ce qui est aujourd'hui à peu près convenu dans le monde patrimonial. Et je ne vais pas du tout parler de la préservation naturelle, mais c'est vrai aussi dans la préservation naturelle, donc avec les parcs naturels, on isole complètement, c'est la nature, il n'y a plus d'humains. Ou alors au contraire, c'est les humains qui deviennent complètement gérants et ingénieurs de la nature. Et ben, ces deux domaines, ils se rencontrent un peu à la croisée aujourd'hui en disant il faut faire une forme d'intervention un peu minimale. Il faut faire ce que Vinciane Després appelle, il faut avoir un tact par rapport aux choses. Ce qui veut dire qu'on accepte l'usure, mais qu'on accepte qu'on va un peu participer à continuer à faire exister les choses un peu plus. Mais par contre, elles ne vont pas être parfaites. Elles ne vont pas être parfaites, et puis on ne fait pas non plus le mythe de la disparition des êtres humains. La nature existe sans nous, par exemple, ou les choses existent sans aucune intervention humaine. On accepte qu'en fait, c'est un devenir commun. Donc on accepte, mais là où je pense que ça peut répondre à la question des modèles et des grands domaines de valeur, ça veut dire qu'effectivement, il y a une forme d'acceptation de se débarrasser de ce goût, de cette valeur, c'est des termes très compliqués, mais de ce modèle, qui est sans doute une bonne manière de dire, de la chose parfaite et de la bonne conception, et de la chose du coup qui se joue qu'à la conception aussi. Elle est absolument parfaite, elle est nickel, et c'est très bien. Je rebondis sur Rotor et la question du réemploi, qui serait un peu l'étape 3, c'est-à-dire il y a l'étape 1, conception, l'objet neuf, étape 2, on l'entretient, et puis au bout d'un moment, il devient obsolète, effectivement, complètement, et à ce moment-là, il peut y avoir une étape 3 qui est le réemploi, c'est-à-dire on va le réutiliser soit de façon détournée, soit en le remettant en goût du jour, et qui fait qu'effectivement, il a une troisième partie de vie. Et j'y pensais tout à l'heure en vous écoutant tous les deux, et je voyais pas forcément le lien, mais du coup, comme tu parles de Rotor, je me dis oui, il y a effectivement aussi peut-être cette troisième vie de l'objet, quoi. On voit bien sur le téléphone aussi, il y a des travaux super intéressants à Kampala, dans les ateliers de réparation de téléphones, où il y a tout un tas de téléphones morts, mais prêts à donner une partie de leurs organes aux autres, et qui est bien plus que du recyclage, effectivement, qui est des formes de réemploi, ou des formes de remploi complètement différentes, mais et où là, on se débarrasse de l'idée de l'objet, qui est un peu figé, qu'on essaye de faire durer. La maintenance les transforme plus en choses. On fait une espèce de différence entre les objets et les choses, un peu philo, un peu sans doute discutable, mais la chose, c'est quelque chose qui se transforme. Puis ça va jusqu'à effectivement une modularisation tellement forte et dans le processus de dégradation. C'est vrai à l'état naturel aussi. C'est un grand débat sur les corps aujourd'hui. Est-ce qu'on peut devenir du compost, toi, par exemple? C'est un réemploi. Et c'est c'est une version circulaire qui n'est pas du tout la circularité du recyclage et de ça. C'est pas ça. C'est une autre forme et le réemploi rouvrant en fait la question de qu'est-ce que ça fait maintenir d'autres, quoi. Qu'est-ce que ça maintient d'autres, qu'est-ce que ça fait exister d'autres, comme dans un circuit beaucoup plus global. Justement, vous évoquiez l'Afrique. Est-ce qu'il y a, par exemple, des personnes ou des sociologues à votre image, si je puis dire, qui travaillent sur ces questions-là dans les pays, je dirais, l'Afrique, l'Amérique latine, parce que ça doit être intéressant de confronter le regard et d'évoquer la maintenance dans ces pays par rapport à l'Europe, par exemple. Il y a peut-être d'autres regards là et d'autres choses qui se jouent. Oui, il y a effectivement des collègues. Il y a des travaux sur différentes choses, que ce soit effectivement les téléphones qui arrivent de chez nous et qui sont là-bas, à qui on donne une autre vie. Il y a tout un tas de choses aussi sur les véhicules. Donc des ambulances qui deviennent des taxis, il y a tout un tas de choses. Donc là, je suis dans le transfert en fait, mais sur les choses qui sont là-bas et qui restent là-bas, il y a tout un tas de choses sur les infrastructures publiques, on va dire, que ce soit des réseaux souterrains ou des réseaux de transport ou d'électricité. Enfin voilà. Et donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est cette distribution beaucoup plus
explicite, on va dire, où là on est, pour rebondir sur la diplomatie de l'usure, où il y a tout un tas de choses qui font que, bah oui, il y a du réseau Wi-Fi, mais il saute régulièrement. Et c'est pas grave. Il y a des endroits où il y a un peu de réseau, c'est tout. Où le robinet d'eau, ben, c'est pas tout le temps. Où l'électricité. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses. Et donc, à la fois sur l'usage, en tant qu'usager, on est habitué à ce que, en gros, ce soit pas aussi fluide, aussi naturel, où cette insouciance dont je parlais tout à l'heure est assez peu. Enfin, elle peut être activée sur certains points, mais pas sur d'autres. Et du point de vue de la maintenance, il y a cette distribution plus quotidienne, on va dire, et donc pour rejouer de manière assez opposée à la discussion qu'on avait au début sur cette mise en invisibilité, qui est encore une fois pas systématique. Il y a tout un tas de métiers où la maintenance n'est pas invisible, même dans les pays riches. Mais là, il y a un côté où il y a une sorte d'appréhension du monde assez différente, où justement la fluidité et la rupture sont elles-mêmes une routine, en fait. Et donc, et où les personnes qui ici seraient de simples usagers sont aussi, à certains égards, des formes de mainteneuses ou de mainteneurs avec des compétences. Parce que là, on parle en toute généralité. À chaque fois qu'on planche sur un cas précis, c'est toujours plus. La distribution est jamais la même d'un cas à l'autre. Donc là, voilà, c'est une réponse un peu globale. Mais effectivement, dans ces pays-là, ce qui est intéressant, c'est à la fois ce côté un peu plus distribué de l'attention, de l'expertise, de la capacité à intervenir. Après, il y a tout un tas d'autres éléments qui, dans cette distribution, tout ce que je racontais tout à l'heure sur les transformations des corps aussi, il y a des formes de pollution. Enfin, il y a des papiers sur des articles de collègues sur la maintenance et la transformation des téléphones qui on parlait de formes rhizomatiques où justement les objets se décomposent et deviennent ils peuvent se décomposer à l'intérieur aussi. Quand tous les jours on est sur du lithium, du mercure, voilà, on en ingurgite beaucoup aussi. Une dernière question peut-être, parce que le temps passe et il faut qu'on continue à durer par contre. Merci. Merci, c'est une toute petite question. Vous avez parlé de travaux féministes sur le Caire. Et ça m'a fait penser aux travaux qui montrent quand on prend soin d'une chose, on nécessairement néglige l'autre chose en fait. On ne peut pas s'en sortir sans. Et je me suis dit, quels sont les exemples dans votre travail quand les deux maintenances de deux choses peuvent être en opposition, au décalage l'un avec l'autre? Et oui, ça c'est un point toujours important quand on maintient quelque chose, c'est qu'on ne maintient pas autre chose. Puisqu'on est dans un milieu et que voilà, on peut pas tout, c'est absolument pas possible, et que des choses sont contradictoires. Ça rejoint la question de l'ambivalence aussi de la maintenance, notamment des maintenances des infrastructures par exemple. Le truc le plus évident, c'est le rapport entre les végétaux, les animaux et les grosses infrastructures par exemple, ou alors, c'est en train de se discuter et de se renégocier tout ça, mais pendant très longtemps, la bonne maintenance d'une canalisation d'eau ou d'une route, par exemple, passait par une mauvaise maintenance des végétaux autour, par exemple, ou une mauvaise maintenance de la circulation animale, ou une mauvaise maintenance de... mais ça se joue aussi sur une bonne maintenance de la route, par exemple. Passe en partie par une mauvaise maintenance des réseaux techniques souterrains, parce que pour le coup c'est carrément contradictoire. Donc c'est assez souvent, on pourrait le décrire de manière encore plus fine sur certains éléments, notamment la maintenance des corps aussi et la maintenance de certains objets techniques. Ce qui est très intéressant, c'est les situations où ça devient un débat, où ça devient une discussion, et où on se dit non mais comment on compose avec, comment on fait pour. Et là aussi, la question des attentes, des attendus, de la belle chose, se renégocie un peu. Mais encore aujourd'hui, la question de l'élagage et de la fibre ou des télécoms, par exemple, les gros incendies californiens d'il y a 2 ans ou 3 ans, il y a eu un procès et PG&E a été mis en procès parce qu'ils n'avaient pas élagué correctement. Et donc fait une forme de maintenance, mais très discutable, du végétal, au nom de la protection de leur... mais au final, au nom de la protection du végétal, puisque c'est la cohabitation, quoi. Donc il y en a quelques-uns, et c'est des questions toujours passionnantes, parce que à partir du moment où elles sont mises en débat, on voit que c'est abyssal. Et
Et c'est exactement comme sur les questions de préservation environnementale, on tire un fil et comme tout est enchevêtré, qu'on est sur de la coexistence, voilà, il faut. Mais c'est des ajustements. Il n'y a pas de solution miracle. C'est toujours des ajustements, des négociations. C'est le Parlement des choses, de la Tour. C'est toutes ces choses-là. Hein. C'est comment est-ce qu'on produit quand même politiquement quelque chose où on fait compter. Et c'est vrai que sans doute c'est un geste du livre, c'est de dire faisons compter quand même les choses dans cette histoire-là. Bien sûr qu'il y a la nature, le vivant, le machin, etc. Faisons compter les choses. C'est encore plus compliqué du coup, mais avec vraiment cette optique-là qui est de dire il faut sans doute faire quelques choix et il faut bien avoir conscience que quand on maintient quelque chose de manière souvent un peu peut-être trop péremptoire, ça veut dire qu'on ne maintient pas d'autres choses. Donc il faut être attentif à ça, aux effets d'interdépendance permanente. Bien. Peut-être nous allons arrêter là. Vous remercier. Merci à vous et merci pour l'invitation. David Ponti. Le soin des choses politiques de la maintenance de David Ponti et Jérôme Denis est paru aux éditions de La Découverte. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée le mercredi 23 novembre 2022 à la librairie Ombre Blanche, réalisation et mise en onde Radio Radio.